Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre magazine Ça fait l'actualité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans le Grand Abidjan, environ 6 millions de citadins se déplacent en bus, en taxi, intercommunaux, en bateau-bus, en minicar, ce qui équivaut environ à 9 millions de déplacements quotidiens. Le nouveau système de transport devrait permettre de gérer ce flux de déplacements dans de meilleures conditions. Le gouvernement a engagé un ensemble de réformes courageuses, des investissements de plus de 2200 milliards de francs CFA pour le développement des infrastructures routières, l'acquisition de matériel roulant, bientôt 2000 bus à disposition, la libéralisation du transport fluvio-lagunaire, l'arrivée prochaine du métro d'Abidjan et des lignes BRT, bus rapide transit. Alors, c'est l'écosystème du transport du Grand Abidjan qui sera bouleversé et la mise à disposition est annoncée pour bientôt, pour 2025. Et ça fait l'actualité. Parallèlement, pour contribuer donc à ce dysfonctionnement des services de mode de transport actuels, pour mettre sur pied l'intermodalité, donc le fait de coordonner les différents modes de transport, il a fallu donc créer cette structure qui s'appelle l'AMUGA, qui est donc l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Nous recevons le directeur général de cette structure, mais ce sera après un élément du reportage qui est signé Ahmed Traoré. Rouler à Abidjan aux heures de pointe est un parcours du combattant. Usagers des transports et véhicules sont en file indienne. Chacun essaie de se frayer un chemin pour arriver à destination. Selon certaines études, 17 millions de déplacements sont enregistrés chaque jour à Abidjan. 9,5 millions se font avec des moyens motorisés, dont 17% avec des véhicules individuels, ce qui représente plus de 76% des véhicules en circulation. Ces chiffres montrent l'urgence pour une agglomération comme Abidjan, avec plus de 6 millions d'habitants, de développer un transport public de masse. D'où le renforcement du parc des sociétés publiques et privées des transports terrestres et lagunaires, des compagnies de taxis. Pour apporter une réponse définitive à la problématique de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, le gouvernement utilise plusieurs leviers comme la modernisation du transport public et la réalisation d'infrastructures structurantes, la construction des infrastructures de transport et la mise en place d'un système de transport multimodal intégré. L'accessibilité à toutes les couches sociales sont les axes privilégiés par le gouvernement. Ainsi, des infrastructures routières ont déjà été réalisées et d'autres sont en cours d'exécution. De retour en studio, nous recevons M. Kwaku Romain. Bonsoir à vous. Bonsoir, Myriam. Vous êtes le directeur général de l'AMUGA. C'est ça. Qui est donc l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Tout à fait. Alors, mobilité urbaine, on en parle énormément ces temps-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, avant tout propos, je voudrais, au nom du ministre Amadou Koné, ministre des Transports, et aussi au nom du président du conseil stratégique de l'AMUGA, l'AMUGA est un conseil stratégique d'Amba Diop, remercier vraiment infiniment la direction générale de la RTI pour l'occasion qu'il nous donne encore de nous exprimer sur un sujet d'actualité, effectivement, comme tu entends le dire. Vous le dites tout à l'heure, c'est effectivement un sujet d'actualité parce que la mobilité, elle est en amont et en aval de toute activité économique. Donc la mobilité, comme son nom l'indique, c'est indiqué que la mobilité, c'est la capacité dont dispose un individu pour se mouvoir d'un point A à un point B. C'est pas d'un point A à un point B. Donc, aussi bien les individus que les biens, n'est-ce pas, doivent pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Et c'est l'ensemble des éléments qui sont mis en œuvre pour assurer cette mobilité-là qu'on appelle la mobilité. Donc, c'est la capacité à se mouvoir. La capacité à se mouvoir. Donc, quand on marche, c'est de la mobilité également. Absolument. La marche à pied aussi, c'est aussi une mobilité. Et ça fait partie des D'ailleurs, différents... c'est le premier mode, n'est-ce pas, que l'homme a pour se déplacer. Parce qu'avant, lorsqu'il n'y avait pas les modes motorisés, n'est-ce pas, c'était la marche à pied qui servait de déplacement à nos populations. Très bien. Alors, lorsque l'on parle du Grand Abidjan, que devons-nous entendre? Voilà, effectivement, il faut retenir que le Grand Abidjan, c'est donc Abidjan et toutes les communes autour. Donc, il y a le district d'Abidjan, qui est composé, n'est-ce pas, des 10 communes plus 3 communes périphériques. On a Bégerville, Anyama et Songon. Et puis vous avez 6 communes autour, depuis Bassam, Bonois, Alépé, Azadié,
d'Abou-Jacquesville. Donc, il s'agit, donc ça fait 19 communes qui composent le Grand Abidjan, qui fait aujourd'hui près de 6 millions d'habitants. Alors, si on a bien compris, il est mis sur pied un vaste projet pour, dans le Grand Abidjan, améliorer la capacité que les usagers auraient de se déplacer. Absolument, absolument, absolument. Ça me permet aussi de parler un peu des enjeux de la mobilité. Vous savez, aujourd'hui, les villes, et surtout les villes africaines, connaissent, n'est-ce pas, un développement prodigieux de la population. Je dis, c'est pratiquement, Abidjan sur, comme on l'a dit, c'est pratiquement 6 millions d'habitants. Toutes les grandes villes s'accroissent. Et il y a aussi l'urbanisation accélérée qui est relativement aussi anarchique et qui fait qu'il y a un étalement urbain. Au point où il y a une difficulté à maîtriser les déplacements. Et donc, les déplacements sont importants. La question fondamentale qui se pose, comment planifier tout le système pour qu'on puisse faire face, n'est-ce pas, aux nombreux déplacements des populations. Voilà un peu tout l'enjeu. Et donc, dans toutes les villes, dans tous les pays au monde, chaque gouvernement, n'est-ce pas, essaie de mettre en place des programmes d'activités aussi bien sûr concernant les infrastructures, qui sont les premiers supports, que les services de transport qu'on met en œuvre pour que les populations puissent se déplacer aisément. Mais pourquoi maintenant ? Il faut dire que depuis longtemps quand même, la Côte d'Ivoire, ça fait, on a 60 ans d'existence. Depuis les années 60 déjà, nos autorités avaient déjà pensé à ça. Parce que la SOTRA, qui est la structure du transport abidjanais, a été créée depuis les années 60. Donc on parlait, n'est-ce pas, depuis les années 60, l'autobus. Donc déjà, il faut dire que les autorités ont pensé à cela. Mais il faut retenir qu'en son temps, les villes n'étaient pas aussi surchargées, n'étaient pas aussi en termes d'encombrement, il n'y avait pas tout l'encombrement. Donc, ça veut dire que les problèmes se posaient avec moins d'acuité que maintenant. Et donc, au fur et à mesure que la population augmente, qu'il y a l'étalement urbain, n'est-ce pas, les besoins de déplacement deviennent énormes. Et donc, aujourd'hui, par exemple, tu as 80% des entreprises formelles du Côte d'Ivoire qui sont installées à Abidjan. Vous avez vu, toutes les activités, 80% du parc automobile circule à Abidjan. Donc, tout, n'est-ce pas, ce développement prodigieux-là induit des déplacements importants. Et donc, depuis donc longtemps, le gouvernement essaie tant bien que mal de mettre en place des programmes assez importants. Vous avez vu au niveau infrastructurel que déjà depuis les 10 dernières années, depuis longtemps d'ailleurs, il y a eu, les 10 dernières années, on a rattrapé un peu progressivement l'état de nos routes. Et on continue aujourd'hui à penser significativement aux services de transport qui vont venir pour compléter un peu ce dispositif-là, parce que les deux vont ensemble. Il faut avoir des infrastructures performantes, mais aussi des services de transport performants. Voilà. Effectivement, la circulation. Alors, des événements ponctuent donc le parcours jusqu'à la mise sur pied de ce vaste projet. Et un des événements récemment enregistrés, ça a été la journée de la mobilité urbaine. Donc, ça a été initié du 9 au 11 novembre dernier. C'est ça, tout à fait. Alors, ces journées-là initiées, on suppose qu'il y a des acteurs clés que vous avez invités. Tout à fait. Pour parler un peu, n'est-ce pas, de la journée de la mobilité urbaine, il faut d'abord que je retrace en disant que vous savez que dans le cadre des défis auxquels on fait face dans le cadre de la gestion de la mobilité, il y a donc un problème important, bien sûr, qui concerne les infrastructures. Il y a les transports, les services de transport. Il y a le cas des indisciplines qu'on observe sur nos routes, mais il y a aussi la gouvernance. Et dans la gouvernance, on a remarqué qu'il y avait une multiplicité d'intervenants. C'est pour ça que le gouvernement avait juste, en mettant en place, depuis 2020, deux autorités. Il y a donc l'autorité l'ARTI, l'autorité de régulation du transport intérieur, et puis il y a l'AMIGA, qui est l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, qui lui, n'est-ce pas, crée le cadre de concertation pour que toutes les actions publiques que l'État pose en matière de mobilité urbaine soient prises en charge pour qu'on puisse coordonner au mieux et qu'il y ait moins de perditions et que tout ça soit fait dans un programme bien précis. Donc c'est pour ça que l'AMIGA a été mise en place. On a un peu plus de 2 ans d'existence. Alors, on s'est dit qu'il faut qu'on puisse regrouper l'ensemble des acteurs autour d'un thème et qu'on puisse en discuter. Qu'on puisse inviter ou-même nos partenaires qui sont à l'extérieur, nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, l'État, toutes les collectivités, les mairies, pour qu'on puisse discuter des questions du transport
et essayer de voir comment on peut proposer des solutions idoines pour aider le gouvernement dans le cadre de ce vaste programme-là. Alors, on va revenir là-dessus en détail, mais déjà, quels sont les différents modes de transport existants et ceux à venir? Est-ce qu'on peut les citer à nouveau? Tout à fait. Pour parler un peu des modes de transport, bon, le sait, comme tout à l'heure, j'ai à le dire, il y a les obus, la Sotra, quand même, qui constitue notre opérateur historique, qui est donc là depuis dans les années 60, qui a capitalisé beaucoup d'expertise. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la seule structure qui a pu résister à la crise économique des années 90, qui n'a pas été dissoute. L'État a fait tous les efforts pour que cet outil-là soit maintenu. Aujourd'hui, c'est la fierté. Donc, il y a la Sotra qui a aujourd'hui pratiquement environ 2000 autobus qui sont en circulation. Donc, on a fait un bond depuis 2010. Il y en avait combien en 2010? En 2010, on était autour de 200 autobus. Donc, on ne peut pas transporter. De 200 à 2000. Voilà. Dans les années 90, on était autour de 1500 autobus, 2000. Et là, on a chuté. Donc, vous avez vu le bond qualitatif que nous avons fait en 10 ans pour renforcer un peu cet outil-là, qui est vraiment bien pour la mobilité. Donc, ensuite, il y a les systèmes de transport lagunaires que vous voyez. Donc, on a au moins 3 opérateurs là-bas qui opèrent, la Sotra, STL et Citrans, parce qu'en 2015, l'État a ouvert pour qu'on puisse avoir du privé, des privés qui peuvent. Donc, ça aussi, ça est là. Il y a aussi, d'un côté, tout ce qui est le système de transport privé du personnel. Vous avez vu, il y a des minicars qui assurent un peu le ramassage scolaire, avec au niveau aussi des ouvriers qui travaillent dans les entreprises, sont aussi transportés par leur entreprise. Donc ça aussi, on a un pan. Et puis il ne faut pas oublier le gros volet qui concerne le transport artisanal, c'est-à-dire dans le centre du transport non structuré organisé. On a donc tout ce qui est mini bus, baka, communément qu'on appelle, les taxis collectifs interurbains, voilà, les taxis aussi communaux, et puis donc les Pinassi aussi sur la lagune. Donc tu as tout cet ensemble-là qui opère. On reviendra peut-être sur les pas de marché. Il faut retenir que le transport structuré organisé, qui ont signé des conventions avec l'État, la Sotra et STL et Citran, tout ça reprennent pratiquement près de 20% du pas de marché. Et le transport artisanal qu'on voit a suivi pratiquement 75% des... Alors, la Sotra, c'est 20%, et puis le transport artisanal dans les 75%. 20%. Vous voyez, et dans toutes les villes africaines, c'est un peu ça, la configuration. Donc, ce transport artisanal-là, aujourd'hui, nous l'avons mis au centre des GMU, c'est-à-dire la Journée de la mobilité urbaine, le Grand Abidjan. Parce que la vision du gouvernement qui est de mettre en place un système de transport multimodal intégré, c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble des modes, vous voyez qu'on ne peut pas laisser en rade le transport artisanal qui aujourd'hui a su beaucoup pour nous. Et donc, la question qui était au centre des GMU, c'est comment professionnaliser ce secteur-là pour qu'il puisse jouer pleinement un rôle, puisque c'est un maillon essentiel du nouveau système que nous comptons mettre en place. Alors, là, on a bien compris que vous nous parlez des modes de transport qui existent. Maintenant, il y a des modes de transport qu'on nous annonce qui vont exister de manière imminente. On parle du métro, on parle du bus rapide transit, par exemple. Et est-ce que les transporteurs que vous avez mis au centre donc, des GIMUR, est-ce qu'ils ne vous voient pas comme une menace à leur activité? Oui, absolument. Il faut dire, Myriam, que effectivement, l'avènement de nouveaux modes, c'est normal. Quand on trouve des modes qui opèrent et que d'autres arrivent, on a l'impression que, n'est-ce pas, ils viennent prendre des parts du marché. Mais il faut comprendre, comme tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre exposé, tu as pratiquement environ près de 15 millions de déplacements par jour à Abidjan. Et on a encore 45 à 50% de nos concitoyens qui marchent à pied. Pas parce qu'ils ont envie de faire du sport, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu de moyens abordables et fiables pour lesquels ils se déplacer. Donc, et quelles sont les distances que vous évaluez de la marche à pied? Ils peuvent marcher d'où à où, par exemple? Quelqu'un peut quitter Abobo pour aller à Vridi au travail. Abobo, Vridi à pied? Ah oui, il peut aller à Vridi à pied. Pas de moyens. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a donc ça qui constitue un problème. Donc, on a le système de transport existant qu'il faut performer. Et puis, on a des gens encore qui n'ont pas encore trouvé de moyens. Donc, c'est quoi? L'avènement des nouveaux modes obéit, n'est-ce pas, à un programme de transformation urbaine. Aujourd'hui, vous avez vu que la ville s'étend sur de longues distances. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans tous les pays, dans toutes les villes au monde? À un moment donné, on passe au développement des transports capacitants, c'est-à-dire des transports
de masse. On ne pourra plus faire du transport sur les grands corridors avec des petits véhicules. Oui. 15 à 20 places. Il faut aller avec... même les bus de 100 places ne suffisent plus. Il faut aller par des services comme les tramways, les métros, qui peuvent, n'est-ce pas, enlever par heure pratiquement 2000 à 3000 passagers en même temps. Vous voyez, ça permet de pouvoir mieux partager l'espace public et donc de permettre qu'on n'ait pas des petits véhicules seulement en circulation. Donc, on va aller inexorablement vers le développement des transports de masse. Mais n'oublions pas que si les transports de masse vont se faire sur les grands corridors, il y a aussi les axes de rabattement. Les gens quittent chez eux par où ils passent pour pouvoir venir avoir accès à une station de métro, de BRT. Donc tout ça, ça fait qu'on a rassuré, et nous continuons de le faire, de rassurer les transporteurs artisanaux, pour leur dire on est toujours ensemble, vous allez pouvoir jouer un rôle important. Peut-être que vous n'allez pas continuer à faire de longues distances avec vos véhicules, mais certainement, on va vous confier des réseaux plus adaptés qui vous, n'est-ce pas, permettront de rentabiliser surtout leur affaire. Leur problème, ce n'est pas de ne pas exercer, mais c'est de rentabiliser, au moins qu'ils puissent rentabiliser leur affaire, parce qu'on a à Abidjan près de 40 000 véhicules de transport artisanal. Il y a 2 chauffeurs par véhicule environ, il y a un propriétaire, il y a des auxiliaires, donc tu te retrouves avec pratiquement 5 personnes par véhicule. Si tu multiplies, tu vois le poids social, économique que représente un peu ce secteur-là. Donc, on est ensemble, toutes les réunions qu'on fait, on les fait ensemble avec eux, on les rassure. Je pense que la peur est un peu tombée. Nous remercions au passage toutes les fêtières, le Haut Conseil, la coordination des gares routières, Adama et Diaby, qui nous apportent leur concours pour que nous puissions rassurer nos frères et sœurs qu'on ne les laisse pas tout tomber en rade. D'accord. Alors, l'envergure de ce projet, on a bien compris que les acteurs clés du secteur sont impliqués. Ils croient également. Mais à ce stade de nos propos, est-ce que vous avez invité des personnes extérieures à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un projet, est-ce qu'on le calque sur un modèle africain, sur un modèle européen? Quels sont nos repères? Tout à fait. Je voulais aussi profiter de l'occasion, puisque c'est les GMU. Donc c'est la première édition que nous avons réalisée, les GMU, la Journée mondiale de mobilité. Et remercier surtout le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui a accepté d'être le patron de cette journée, qui s'est fait représenter par le ministre de l'économie et des Finances, qui était venu lui-même pour ouvrir officiellement les GMU. Remercier, n'est-ce pas, le Premier ministre, remercier le ministre de l'économie et des Finances, M. Adama Coulibaly, remercier également le ministre des Transports, qui était le parrain et qui est venu, remercier le ministre Amédée Kouakou aussi des Infrastructures. Vous savez, et ces ministres, ils ont animé ce que nous avons appelé le panel ministériel de haut niveau. Ça démontre l'engagement du gouvernement. Les transporteurs ont apprécié beaucoup leur intervention, dans le sens que le ministre des Transports a donné la vision du gouvernement en matière de transport. Le ministre des Infrastructures a appuyé pour donner un peu en termes de développement des infrastructures à Abidjan. Et le ministre de l'économie et des Finances, n'est-ce pas, qui a le nez de la guerre, est intervenu aussi pour rassurer les gens quant à la volonté de l'État d'aller vraiment inexorablement vers ce système de transport multimodal intégré avec des infrastructures sûres. Donc, je pense que ça, c'est déjà bien. Et nous avons tenu à inviter aussi une délégation qui est venue de France, à Côte d'Atu. C'est une coopération sur le transport humain qui a de grands experts. Il y a une délégation qui est venue du Sénégal, l'Afrique du Sud, sans compter tous nos partenaires locaux sur place, surtout aussi les PTF, les partenaires techniques financiers comme la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne, la France, l'AFD, qui sont venus aussi, qui ont pris une part active, n'est-ce pas, à ces journées-là. Très bien, donc on comprend bien que c'est une expertise également. Tout à fait, tout à fait. Nous avons vraiment bénéficié de l'apport. Par exemple, on est allé visiter Cape Town en Afrique du Sud, qui ont aussi beaucoup de baka, des minibus baka à gérer. Ils ont pu réussir, n'est-ce pas, à créer des GIE, des mouvements économiques avec eux. En tout cas, ils se sont bien organisés. Ils sont venus, ils ont exposé, et on a vu comment est-ce que progressivement, ils ont pu organiser ces secteurs-là. Donc, ça nous a servi aussi beaucoup. D'accord. Alors, quelles ont été les grandes conclusions de ces journées de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan? Les grandes conclusions, effectivement, puisque notre objectif, c'était, n'est-ce pas, de débattre surtout de comment organiser la mobilité et surtout prendre en compte la professionnalisation du transport artisanal.
qui est un peu un point commun à toutes nos villes africaines. Donc, les grandes conclusions, il faut dire qu'en ce qui concerne l'État, on a demandé que l'État continue de faire des efforts pour améliorer les infrastructures. C'est la base de toute chose. Voilà, donc, parce qu'il y a des infrastructures, c'est vraiment la base. Ensuite, qu'on continue à pouvoir pérenniser, donner les moyens pérennes, n'est-ce pas, à la mobilité aussi. Parce que la mobilité, le fonctionnement des autorités qui ont été créées ont besoin donc des moyens nécessaires pour pouvoir pérenniser leur fonctionnement. Et donc, à travers la mobilisation des ressources comme des ressources fiscales dédiées, aujourd'hui, le gouvernement en Côte d'Ivoire a fait un effort pour que les autorités ARTI et AMUGA puissent disposer de quelques pourcentages sur les vignettes et les patentes. Et même si aujourd'hui, ce n'est pas encore reversé, mais on pense que c'est en cours. Et donc, tout ça pourrait donner un peu plus de moyens pour que la mobilité dépende moins du budget de l'État. Donc, ça permettrait, n'est-ce pas... Donc, vous cherchez une certaine autonomie également. Voilà, c'est un peu l'investissement. Donc, ça, par contre, ça a été un point négatif. Donc, les participants ont insisté sur ça, qui est important. Et puis, le deuxième niveau, que l'État mette aussi au cœur la politique de renouvellement du parc automobile. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ici, on a pris des décisions, le ministre des Transports a pris des décisions très courageuses en permettant de réduire pratiquement de 5 ans l'âge d'importation des véhicules. Aujourd'hui, ça a permis un peu de rajeunir un peu le parc automobile. On a multiplié par exemple par 10 le nombre de véhicules annuels, de véhicules neufs. Ça a permis à l'âge des véhicules, on était autour de 25 ans d'âge, aujourd'hui on tourne autour de 12-13. Et donc pour la sécurité routière, c'est mieux. Voilà, la sécurité routière, c'est mieux. Donc il y a ça et que l'État continue de nous appuyer à travers un système de garantie qui permettra de faire baisser les taux d'intérêt pour que les transporteurs payent toujours moins. Donc il y a ça, on a demandé à l'État encore de faire des efforts sur ça. Et puis d'accompagner aussi les investissements en termes d'intermodalité, de construction de pôles de change, de gares urbaines. Tout ça, ça permet d'assurer une bonne intégration des modes. En ce qui concerne les collectivités, pour retenir que les collectivités et l'AMUGA, c'est un mariage. Parce que nous sommes un outil au service des collectivités. D'ailleurs, ils sont présents dans le conseil stratégique de l'AMUGA. C'est elle et l'État qui définissent la politique de mobilité. Et nous, AMUGA, direction générale, on a su la mise en œuvre. Donc, on leur dit un grand merci. Ils sont venus à la cérémonie. Le maire de Cocody a participé au panel. Le maire de Songwe aussi était là. Il y a eu des maires qui étaient là. D'autres se sont fait représenter. Mais on leur demande encore de renforcer la collaboration avec l'AMUGA, avec les opérateurs, de renforcer la capacité des opérateurs qui opèrent dans leurs communes. Tout ça, et qu'il y ait une bonne synergie d'action avec l'AMUGA en matière de délivrance des autorisations et qu'on ait un système vraiment digital bien organisé. Pour que Alors, on comprend bien que vous avez un rôle de régulation, vous avez un rôle de contrôle, d'organisation également. Alors, ce qui va changer fondamentalement pour l'usager en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça va être pour le Grand Abidjan? Prenons les modes de transport un après les autres. C'est ça. Prenons par exemple le bus. Alors, on nous annonce 2000 bus d'ici peu, avant la fin de 2023. 2000 bus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des lignes qui seront différentes mises à disposition. Ça veut dire que les gens seront moins coincés dans les bus. Ça veut dire qu'il y aura une rotation plus rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà tout dit. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Pourquoi est-ce qu'on a encore des concitoyens qui marchent, pas parce qu'ils ont eu d'utiliser la marche à pied comme un moyen de transport, mais c'est parce que, effectivement, les moyens existants ne suffisent pas totalement à faire face à la demande. Donc, aujourd'hui, si on améliore le parc d'autobus, vous allez voir, on a fait quelques enquêtes, on s'est rendu compte avec le DG de la SOTRA que lorsque la SOTRA n'opère pas suffisamment, il y a des élèves dans les zones un peu difficiles qui n'arrivent pas à aller à l'école parce que les parents n'arrivent pas à payer les 3 000 francs de cas de bus. Vous voyez, donc, quand la SOTRA est performante, ça agit sur l'ensemble de l'écosystème. Donc, plus on va améliorer le nombre de bus, plus les gens vont attendre moins à l'arrêt. Et c'est ça qui fait que le truc que nous on vise à l'AMUGA, à travers tous ces modes-là et le gouvernement, c'est qu'à terme, on puisse diminuer l'utilisation des véhicules privés, que les gens acceptent de monter dans les bus, dans les métros, dans les BRT. D'accord, ça on va y arriver. Ce sont vos grandes conclusions. Mais c'était pour vous dire que
si les bus s'améliorent en termes quantitatifs et qualitatifs, ça va permettre d'améliorer le décès des usagers. Donc, si on passe à 2000 autobus, aujourd'hui, ils ont entre 15 et 20% de part du marché, certainement, ils vont passer à 25%. Je rappelle que dans nos grandes villes qu'on voit à Londres, à Paris, on a encore 60% des gens, malgré qu'ils ont un taux de motorisation élevé, qui acceptent de déposer le véhicule et de prendre les bus, le métro et les tramways. Donc c'est parce que les conditions offertes sont assez bonnes. Alors parlez-nous actuellement du bus lagunaire. Alors on sait que la Sotra assurait le transport fluvio-lagunaire. On a compris que des structures privées ont eu aujourd'hui la possibilité, donc des contrats avec l'État pour pouvoir également assurer le transport lagunaire. Quelle est la capacité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, enfin à Abidjan, dans le Grand Abidjan, pour les déplacements lagunaires? Tout à fait. Ça aussi, c'est un gros volet. Je pense que là, on est en train de corriger quelque chose. On a un plan d'eau fantastique, mais qui depuis longtemps n'avait pas été mis en exploitation. Aujourd'hui, le gouvernement nous a instruit, le Premier ministre est vraiment sur ce dossier de très près à le ministère des Transports pour que nous mettions un programme de développement du transport lagunaire. Donc aujourd'hui, pour donner quelques chiffres clés, on a autour de 150 000 voyageurs qui utilisent les bateaux-bus. 150 000, hein? Oui, 150 000, dont tu as 50% qui sont utilisés par les pinassiers. Les pinassiers, c'est le transport artisanal sur l'eau. Et puis les 50 autres % sont partagés entre les 3 opérateurs. Vous voyez, c'est encore insuffisant. Quels sont vos objectifs? L'objectif, c'est qu'on monte jusqu'à 400 000 voyageurs jour. Et ça peut se faire à travers le nouveau programme que nous sommes en train de mettre en place. On va développer la mise en place de 25 gares, 25 quais lagunaires qui va partir depuis Bingerville jusqu'à Songon. On a vu de très belles images tout à l'heure. On a vu des très belles images. Ça veut dire qu'il y aura des quais qui vont être aménagés et avec des parkings aussi relais pour que les gens puissent garer leurs véhicules convenablement en sécurité, prendre le bateau-bus et aller au plateau, aller à Trècheville avec des navettes que nous envisageons avec le maire du plateau, mettre en place des navettes pour que les gens puissent, une fois descendus, puissent avoir accès à leur bureau. Alors, c'est impressionnant de voir ces images-là. Vous voulez nous dire que Abidjan, le Grand Abidjan, ressemble à une ville futuriste, va ressembler à une ville futuriste? Le Premier ministre l'a dit. Je pense que c'est une voie qui est une voie autorisée. Lors de sa dernière conférence de presse, il va y avoir une transformation urbaine. La ville va se transformer. Parce que les systèmes nouveaux qu'on met en place, aussi bien au plan lagunaire, ce n'est pas une leurre. Aujourd'hui, sur 25 gares qu'on doit construire, on a déjà acquis le financement pour 16 gares. Donc, actuellement, on a combien de gares? Actuellement? Bon, actuellement, l'ensemble des opérateurs disposent d'une dizaine. Une dizaine de gares. De gares, mais c'est des gares qui seront réhabilités, construits sous un format assez plus intégré, avec des pôles de change, des voies d'accès, tout ça bien amélioré. Donc, on va réhabiliter tous ces 25 gares-là. Et donc, ça va permettre de délester un peu la voirie. Vous allez voir que si c'est amélioré, avec des parkings relais où les gens peuvent déposer leurs véhicules en sécurité, ils vont faire facilement. Et puis, s'il y a un service intégré avec les bus, les gars, quand ils prennent le bateau, quand ils arrivent, ils ont le temps de prendre aussi un moyen de transport comme le bus pour continuer à la destination. Donc tout ça, on va mettre ça. D'où ce que vous avez appelé cette intermodalité. Tout à fait. C'est ça, c'est comme une synergie de tous les modes de transport. J'ai tout compris. Mais qu'est-ce qui va arriver aux Baka? Qu'est-ce qui va leur arriver? Absolument. Peut-être que les images n'ont pas bien montré, mais à tous nos gares, il y a une place dédiée aux Baka, aux taxis. Taxis. Oui. Parce que même les taxis, on va en parler. Ah oui. Parce qu'il y a plusieurs catégories de taxis aujourd'hui. Tout à fait. Déjà, les Baka, ils ne sont pas marginalisés. C'est ça. Ils sont intégrés. Et puisque, par ailleurs, on a une politique pour les aider à renouveler leur parc automobile. Donc, il y a des financements qui vont être mis à disposition pour rajeunir le parc automobile de ce secteur. Et ça, c'est déjà prévu. On a un programme qu'on appelle PMUA, le programme de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, qui est financé par la Banque mondiale et l'AFD, qui va permettre, dans un premier temps, de renouveler 3000 véhicules, Baka et taxi. Ensuite, les chauffeurs seront déclarés, les propriétaires déclarés à la CNPS. Et le projet va payer pour eux pendant au moins 1 an. Et puis après, progressivement, eux-mêmes, ils vont prendre ça en compte. Et il y a aussi la formation, le renforcement de capacité. Donc,
tout ça, c'est pour amener l'écosystème, les acteurs à être à niveau. Oui. Pour que le nouveau système qui vient, le système multimodal intégré que nous voulons mettre en place, chacun puisse comprendre les enjeux et les défis pour que chacun puisse jouer pleinement son rôle. Alors là, vous nous intéressez vraiment. Maintenant, dites-nous, quand on regarde la situation des taxis pour le Grand Abidjan, d'abord, on réalise qu'il y a les taxis rouges qui paraissent un peu délaissés aujourd'hui à la faveur des taxis que l'on contacte. Il y a plusieurs structures aujourd'hui qui le font, où l'on a l'impression que les usagers se sentent plus en sécurité. Alors, quel est l'état des lieux et qu'est-ce qui va se passer? Il faut dire que la Côte d'Ivoire et Abidjan, principalement, on a eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir eu cette flotte de taxis-là. Vous avez vu les taxis rouges qui avant faisaient la fierté. C'est la seule ville de la sous-région qui dispose d'un système de taxis kilométriques qui a permis quand même à un certain nombre de classes, à une certaine classe, de pouvoir se déplacer seul dans son véhicule, comme s'ils avaient un véhicule privé. Donc, on pense que ces taxis-là ont connu quand même certains passages à vide. Il y a eu quelques problèmes en termes de renouvellement du parc. Voilà, qui a fait que le parc, on l'estimait dans le temps à 23 000 véhicules, mais aujourd'hui, ils sont autour de 10 000 à 15 000 véhicules. Donc, ça a baissé. Donc, l'objectif que nous voulons faire, à côté des VTC, nouvelles formules qui se sont créées, je veux dire avec véhicules de transport avec les chauffeurs comme les Yango, Uber, autres là, qui sont en place. Ce que nous voulons faire, c'est amener et réorganiser les taxis pour qu'eux aussi puissent renouveler leur parc et qu'ils puissent aussi se constituer aussi en véritable GIE aussi, pour qu'on puisse les aider aussi à créer des plateformes. Oui. Parce que ça se fait aisément. Tu vas à Dubaï, tu vas un peu partout dans les grandes villes, les taxis ils ont aussi une plateforme de réservation qui permet aussi, n'est-ce pas, de ne pas faire des parcours à vide à la recherche de clients. Donc ça, par contre, on va les appuyer. Le gouvernement nous a instruit pour qu'on travaille sur ça. On va les appuyer avec la MATCA qui est aujourd'hui leur structure qui les accompagne. On va les appuyer pour qu'ils puissent commencer à continuer à jouer leur rôle. Eux, ils sont sûrs, ils parcourent tout Abidjan. Donc ils ne sont pas stratifiés sur des lignes. Vous voyez, donc eux aussi, ils vont travailler et ça va permettre un peu de régler le plan avec les VTC qui aujourd'hui leur mènent, il faut le dire, une concurrence due au fait que les VTC utilisent les nouvelles technologies. Pour avoir accès plus facilement aux usagers. Donc il faut qu'on crée ça aussi à leur niveau. On a pris un test, le ministre des Transports a pris un test judicieux qui aujourd'hui va organiser un peu les VTC qui doivent obtenir des agréments avant d'exercer et avec des conditions sur les véhicules, sur l'exploitation. Alors on constate que le projet est très ambitieux et c'est très intéressant. Je vous propose une courte pause. Nous n'avons pas parlé de métro ni de bus rapide transit, on en parle tout à l'heure. Et surtout, on va essayer à travers cet élément-là de comprendre un peu l'envergure des grands travaux initiés par le gouvernement. On parlait de plus de 2200 milliards investis. Ensuite, l'élément se retrouve juste après. C'est signé Seydou Ouattara. Le pont Henri Konan Bédié, inauguré le 16 décembre 2014, et l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ont changé le visage de la capitale économique. D'autres projets structurants sont en cours d'exécution ou annoncés. Il s'agit entre autres de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny et la construction du 4e pont qui reliera le plateau et Yopougon. Ce pont va réduire le temps de parcours de 60 à 10 minutes. La construction du pont de Cocody va désengorger le boulevard lagunaire. L'aménagement de l'autoroute du contournement Y4 en 2 sections, à savoir section 1, boulevard Mitterrand, route d'Agnaman, 24,4 km. Section 2, route d'Agnaman, PK24 de l'autoroute du Nord, 12 km. À Cocody, 3 échangeurs sortiront de terre à des carrefours stratégiques sur le boulevard Mitterrand. Les sites retenus sont le carrefour de l'école de police, le carrefour de la Riviera 3 et celui de la Riviera Palmeraie. Les travaux seront financés par l'Agence japonaise de coopération internationale et l'État de Côte d'Ivoire. Dans le vaste programme d'investissement routier, la voirie urbaine n'est pas en reste. Des travaux de réhabilitation et la construction ont été lancés dans plusieurs communes. À Yopougon, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé jeudi 5 août 2021 au lancement des travaux de renforcement de l'élargissement de la liaison Carrefour-Sable, route de Dabo sur un linéaire total d'environ 6 km. L'élargissement de cette voie centrale va améliorer la circulation des personnes et des biens en réduisant la congestion de la circulation trop souvent
vécu sur cet axe routier urbain, mais aussi dynamiser les activités économiques dans la commune du Yopougon. La réalisation de tous ces projets structurants prévus pour le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan permettra d'améliorer de façon pérenne la question de la mobilité urbaine pour le citoyen. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt un élément signé Ahmed Traoré. Alors, on a vu des images également qui nous interpellent. On a vu le métro. C'est ça. On vient de voir le métro dans cet élément. C'est à notre portée aujourd'hui, le métro? Oui, mais le métro est arrivé. Le métro est arrivé. Vous avez vu que c'est fantastique parce que, effectivement, c'est un projet qui était prévu depuis le schéma directeur, depuis les schémas directeurs qui datent des années 85, 90, on parlait un peu de métro. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, il faut quand même lui dire merci parce qu'il a fait un grand coup, surtout en allant mobiliser les ressources pour le réaliser. Je pense que c'est ça qui était déjà un défi important. Donc, on a mobilisé, n'est-ce pas, les ressources. Aujourd'hui, les emprises sont en train d'être dégagées. Vous avez vu que les études sont quasiment achevées. On a fait la pièce, ils sont sur l'APD pour quelques points. Donc, théoriquement, si l'emprise est dégagée, les entreprises se sont prêtes. Et tout ce qui reste à faire, c'est que d'ici l'année prochaine, on doit finalement démarrer. Le métro, il va partir d'où jusqu'où? Le métro va partir d'Anyama jusqu'à Port-Bouy. Ça fait autour de 37 km, avec un pont qui va dédoubler le pont au Fouet-Boigny. Donc, déjà, c'est un projet qui va voir le jour. On pense que ça sera essentiel. Ça va transporter pratiquement un peu plus de 500 000 voyageurs jour. 500 000 voyageurs jour, c'est énorme. Vous avez vu. Donc, sans oublier tous les emplois indirects que ça va créer. Donc, déjà, le métro, c'est une réalité. Je pense qu'il y a quelques petits points qu'il faut régler. Surtout le dédommagement des populations qui ont été... Oui, on a vu des déguerpissements, on a vu des dédommagements, on a vu des contrariétés aussi, on a vu un peu tout ça. C'est vrai. Mais vous avez ces opérations-là, quand ça démarre, on ne peut pas être à 100% chaud. Mais je pense que le gouvernement a donné l'instruction pour que même tous ceux qui n'ont pas été pris en compte, on puisse voir comment les intégrer pour que véritablement on ne laisse pas des populations à côté. Donc je pense que ça se régler. Mais retenons que ça va être une infrastructure qui va changer le visage de la mobilité à Abidjan. Vous voyez, aujourd'hui, je prends l'exemple en France, ils ont plus d'une trentaine de lignes de métro, de tramway. Aujourd'hui, ils sont en train de construire 200 km de lignes de métro autour de Paris. C'est ça qu'ils appellent Grand Paris Express. C'est un coup, ils ont commencé à tuer ça depuis 10 ans. Ils sont en train de commencer à construire cela. Alors, si nous, on est à notre première ligne de métro, je pense qu'on est sur la voie. Et aujourd'hui, on va compléter cette ligne-là avec des BRT. Les BRT, c'est aussi un système de métro, mais avec des autobus, mais toujours en site propre, en site dédié. Alors, donc, bus rapide transit. Quelle est la nuance avec le bus que l'on connaît de la Sotra? C'est ça. Vous avez vu que tout à l'heure, la circulation, le bus, dans la majeure partie de la circulation, se retrouve dans la même circulation que les voitures particulières, les bacas, les taxis, ils sont ensemble. Donc le bus qui transporte 100 à 120 personnes, avec un petit véhicule qui transporte 3 à 4 personnes, ils sont tous dans la circulation. Donc au moment où les 3 et 4 personnes perdent 3 heures par jour, en même temps, tu as 100 personnes qui sont dans le bus qui perdent aussi. Vous voyez? Donc si on enlève ces bus-là et qu'on les met en site propre, dédié, avec une vitesse commerciale un peu plus intéressante, vous allez voir que ces 100 personnes vont arriver rapidement au travail au lieu qu'ils aillent se faire dans la moitié. Donc, l'objectif, c'est de permettre de transporter des hommes, mais pas des véhicules. Les routes doivent permettre de transporter des hommes, pas des véhicules. C'est pour ça que le BRT, on a une première ligne qui va être faite, qui va quitter Yopougon pour aller à Benyéville sur une vingtaine de kilomètres. Ça va donc transporter aussi environ 450 000 à 500 000 voyageurs par jour. Ajouté au métro, ça veut dire combien? 1 million par jour. Vous avez vu, donc, déjà qui permet d'accéder au centre-ville à moins de 10 minutes. Parce qu'ils sont en site propre. Donc, c'est des bus articulés, lourds, mais qui circulent en site propre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mêlés à la circulation. Alors, comment est-ce que vous allez organiser la coordination de tous ces modes de transport? Justement, c'est pour ça que l'AMIGA est né.
Et l'AMIGA est née pour dire aujourd'hui, on va permettre à tous ces opérateurs du métro, des BRT, de la Sotra, du Lagunaire, du transport artisanal, chacun d'opérer. On a fait une grosse étude de restructuration du réseau autour, n'est-ce pas, de ces deux grands modes-là, et que chacun puisse jouer un rôle, surtout les bus, pour pouvoir rabattre, n'est-ce pas, les passagers sur les grandes lignes, et pour que les taxis puissent aussi tourner aussi dans les communes, convenablement, aller prendre les gens chez eux, assurer les derniers kilomètres, parce que quand tu prends le métro que tu descends à la station, tu as besoin d'aller chez toi, puisque en général, c'est les grands corridors qui sont desservis par ces moyens. Donc ça aussi, il va falloir mettre en place une coordination. Et c'est pour ça qu'on a adopté, on a en ligne de mire la construction des pôles de change. Ce que nous appelons l'intégration, l'intermodalité, ça se fait autour de construction de pôles de change. Les pôles d'échange. Les pôles d'échange, c'est les gares urbaines qui seront multipliées à travers toutes les communes, où là, quand tu arrives, tu vas y aller, le véhicule va, tu prends un taxi, tu gares, tu descends, tu peux avoir accès, tu échanges, c'est son nom. Tu échanges de mode pour aller prendre soit le bus, continuer ton déplacement. Mais tout ça se fait de manière organisée, dans un système bien. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, tout ça, ça se fait sur l'espace public. Les gens arrivent, ils descendent, ils traversent difficilement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être fait. Et puis, deuxième niveau d'intégration, c'est de voir si tout ça, on peut, à la clé, avoir un système d'intégration tarifaire. Ça peut se faire. Avec un ticket unique, on doit pouvoir utiliser et le métro, et le BRT, et les bus, et les transports lagunaires. Ce n'est pas une leurre, parce que nous sommes en train de travailler sur ça déjà. On a déjà les grandes conclusions. Et l'AMIGA doit pouvoir, avec l'appui de l'État, et tous les opérateurs que nous avons rencontrés sont OK. Ils ont participé aux réunions et ils sont OK pour qu'on aille à cette intégration-là qui va être bénéfique pour les usagers. Alors, quand on vous écoute parler, on est optimiste par rapport à tout ce qui arrive. Mais pour l'heure, on est épuisé par rapport à l'inconfort aujourd'hui, aux infrastructures, les chantiers, les embouteillages. C'est le passage obligé, c'est ce que vous allez me répondre? C'est vrai, il faut dire que c'est un passage obligé, mais je veux simplement dire qu'il rassurer les Ivoiriens, parce que ça, il faut le dire, rassurer les Ivoiriens que nous sommes au travail, le gouvernement est au travail. Et la fois dernière, le Premier ministre a dit, donnez-nous un petit temps, nous allons transformer, n'est-ce pas, à Abidjan, d'ici 2025-2026. Parce que le développement prodigieux que la ville d'Abidjan a connu est venu, et à un moment donné, avec la crise que nous avons eue depuis les années 90 et puis les années 2000 jusqu'à 2010, donc pratiquement 15 ans, n'est-ce pas, d'inactivité, effectivement, ça a joué sur le développement des infrastructures et des services de transport. Vous avez vu, le métro, on en parlait depuis longtemps. Ça fait au moins 20-30 ans qu'on en parle. Mais les jeunes en crise, on ne peut pas désormais développer, mobiliser les financements pour pouvoir le faire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'accalmie qui est née, n'est-ce pas, et du fait de l'ensemble des habitants, a permis quand même de développer ces projets-là. Donc, c'est vrai qu'on devait le faire depuis longtemps. Tout ce qui est échangeur, qui devait être construit actuellement, qui sera en cours, le 4e pont, le 5e pont et tous les projets de contournement, la Y4, tous ces projets-là étaient prévus dans le schéma directeur. On n'a pas pu les réaliser. Aujourd'hui, tout est en train de se faire. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de demander des sacrifices en même temps aux populations. Mais on ne reste pas aussi les bras croisés face à cela. Pour atténuer un peu, n'est-ce pas, tous ces impacts négatifs des travaux qui vont être réalisés, on est en train de travailler à outrance sur la lagune pour qu'avant la CAN prochaine, on puisse avoir des gares lagunaires fonctionnelles qui vont donc permettre, n'est-ce pas, de lester un peu la voirie et de prendre ces gares lagunaires-là. L'AMIGA aussi également, je reviens tout à l'heure, est en train de travailler sur les conditions de circulation des bacas, des taxis, tout ça. À Yopougon, on est en train de faire un test sur une voirie pour leur dédier des zones d'arrêt et de stationnement, pour ne pas qu'ils stationnent un peu partout.
en resort. Donc, on construit des encoches pour eux pour qu'ils stationnent là. Et que ça aussi, on va communiquer très, très bientôt et amener aussi les usagers aussi à nous aider pour qu'ils s'arrêtent dans les zones dédiées pour prendre et le Baka et les taxis. Ça permettrait, en attendant que les grands modes nous viennent, d'atténuer un peu l'impact négatif des embouteillages. Et donc, c'est vraiment des trucs qu'on ne doit pas aussi. Donc, on essaie. D'accord. Alors, j'ai une dernière longue question à vous poser avant de vous demander de conclure. Nous sommes au terme de nos échanges. On parle de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Est-ce à dire que les autres villes de la Côte d'Ivoire ne seront pas concernées par ce genre de développement? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et deuxièmement, malheureusement, sur Abidjan, on constate qu'il y a énormément de mobylettes. Depuis la crise, les mobylettes elles sont nombreuses à Abidjan. La livraison s'est développée également et malheureusement, ça crée des accidents. Donc, pour ça, quelles sont les options de possibles? Ensuite, je vous demanderai votre mot de fin. OK. Merci beaucoup. Je pense que si je commence par la dernière question, la dernière préoccupation qui est importante, le développement des deux roues, et n'est-ce pas, dans Abidjan et aussi à l'intérieur. Il faut dire qu'avant, dans les années 80-90, en Côte d'Ivoire, de façon générale, on n'avait pas un développement prodigieux des deux roues. N'est-ce pas? On avait des véhicules. Et donc, on voit un peu nos pays à côté, au Togo et au Bénin qui avaient des deux roues. Mais avec la crise que nous avons connue, cette crise-là a fait qu'il y a des zones à l'intérieur du pays où la voirie n'avait pas été suffisamment entretenue à un moment donné. Donc, l'accès, n'est-ce pas, aux zones pour la population était difficile. Il n'y avait pas de taxi. Donc, c'est les deux roues qui ont constitué une alternative. Donc, ça fait que ces modes-là se sont développés de manière prodigieuse. Aujourd'hui, tout est en train d'entrer dans l'ordre. La voirie est en train de s'améliorer. Donc, les taxis sont en train de devenir progressivement. D'accord. Donc, ça fait que, Abidjan, surtout, le ministre des Transports, en son temps, il y a 2 ans, 3 ans, a dit non, qu'on ne voudrait pas que ça se développe de manière prodigieuse. Donc, ça fait qu'on a défini un plan de circulation qui soit spécifique aux deux roues et aux 3 roues. Pour ne pas qu'ils circulent sur les grandes voies, mais au moins dans les communes locales. Donc, ça aussi, on en tient compte. Mon dernier point, rapidement, on est déjà au terme de l'émission. Les autres villes de la Côte d'Ivoire. Oui. Les villes secondaires, c'est aussi une préoccupation de l'État. Ça, c'est sûr. Vous avez vu que Boaké, il y a eu des développements des infrastructures. Ça continue à San Pedro, un peu partout. Les infrastructures aussi suivent. Mais en même temps, les civils transports suivent. Le ministre des Transports a fait déployer des bus à Boaké. Aujourd'hui, ça marche très bien. On est en train d'évaluer. Et on va le mettre à San Pedro. On va déployer aussi les autobus Sotra à San Pedro, à Daloa, à Korogo, à Absokoro. Vous voyez, progressivement, pour qu'eux aussi, on puisse régler les problèmes de mobilité et ne pas attendre qu'on ait des problèmes importants comme Abidjan avant de développer ce système de transport public. 2025, c'est une année réaliste pour ce projet avec cette envergure-là? 2025, théoriquement, on va commencer à sentir l'amélioration. Mais dans tous les cas, ces modes-là, 2026, 2027 et 2030, on verrait un système de transport, de mobilité à Abidjan amélioré significativement, avec des infrastructures sécurisantes, avec des systèmes de transport opérationnels comme le métro, comme le BRT, sans oublier les taxis, BTC, sans oublier les bus. Et nous pensons que les Ivoiriens vont gagner du temps pour aller au travail. Les élèves vont arriver à temps à l'école. On va pouvoir se déplacer, tirer les 45 des gens qui marchent pour qu'ils intègrent. Et qu'on a au moins 70%, 80% de nos concitoyens qui vont utiliser le transport public. Donc, par conséquent, le recul de la pauvreté et donc la création de richesses pour que le gouvernement puisse en distribuer à tout le monde. Et nous voulons lancer un appel, surtout en cette fin d'année. Cette fin d'année, demander encore, surtout l'incivisme qui demeure un des problèmes importants, pour que les gens puissent respecter le code de la route. Les gens essaient d'être indulgents dans la conduite. On est pressé, mais il faut aller sûrement pour espérer arriver. Donc nous ne voulons plus de morts sur la route. Et donc nous demandons à ce que tout le monde fasse attention pour que le ministre des Transports puisse être un homme heureux, parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident, le ministre des Transports il est dans les conditions pas bonnes. Donc nous souhaitons que nous sollicitons les jeunes de tous pour qu'on puisse traverser la fin de l'année en toute étude.
Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, M. Kwaku Romain, directeur général de l'AMUGA, qui est donc l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Et nous espérons que vous l'avez compris, les enjeux de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Et je vous dis bonsoir. Merci.